Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les contes et légendes du pays du soleil levant. Les bonsaïs. Une des créations les plus originales de l'arboriculture japonaise, ce sont les bonsaïs. Certains d'entre eux peuvent avoir 50 ou 100 ans, 150 ou 200 ans même. Ils gardent cependant une taille minuscule, bien qu'ils aient conservé tous les éléments essentiels d'un grand arbre: tronc, racines, branches, feuilles et fleurs. On place les graines qui doivent donner naissance aux arbres nains dans de très petits pots. On les y fait germer. On attend que les racines se multipliant aient absorbé presque toute la terre. Alors, on transplante le jeune végétal dans un pot à peine plus grand, et ainsi de suite. En nourrissant aussi mal l'arbre, on atrophie une partie des racines. En même temps, on agit sur les rameaux. On les attache soit entre eux, soit au tronc, de telle sorte que tronc et rameaux se développent difficilement. Par ces procédés et d'autres encore, on obtient des arbres qui, en dépit de leur grand âge, ne s'élèvent pas à plus de 50 centimètres et ne font qu'un diamètre de 4, 8 ou 10 centimètres. Ces bonsaïs sont fort estimés des connaisseurs. Tomonari et sa femme avaient pour toute richesse 3 bonsaïs: un thuya âgé de 100 ans, un pin âgé de 120 ans et un érable âgé de 200 ans. Tous deux prodiguaient à ces plantes les soins les plus attentifs. Ils les époussetait avec la brosse la plus fine. Ils les caressait doucement. Ils passaient de longues heures à les contempler, comme l'avare son trésor, ou la mère son enfant. Très pauvres, manquant parfois du nécessaire, ils n'auraient jamais songé à vendre les bonsaïs, dont ils auraient cependant pu tirer un bon prix. Au jour où se passe ce récit, Tomonari et sa femme étaient dans la pire misère. Ils n'avaient mangé qu'une galette de millet, réservant pour le lendemain une autre galette desséchée, leur seule nourriture. Ils avaient froid. Au dehors, depuis le matin, tombait la neige à gros flocons. Voici qu'on frappe à la porte. Qui peut donc rendre visite aux deux malheureux, abandonnés de tous? Ils ouvrent. Ils voient devant eux un moine mendiant dont la robe brune disparaissait sous la neige. « Excusez-moi, leur dit le moine, je meurs de faim et de froid. Pouvez-vous m'accorder l'hospitalité pendant quelques heures ?» « C'est impossible, » répond Tomonari. « Tout à fait impossible. Nous sommes si pauvres que nous ne pouvons recevoir personne et que nous n'avons rien à vous donner. Nous-mêmes, nous souffrons aussi de la faim et du froid. Je vous demandais l'hospitalité au nom du Bouddha, notre maître, mais puisque vous ne pouvez pas m'accueillir... » Le moine salue et s'en va sous la neige qui, maintenant, tombe en rafales. Les deux époux se regardent, humiliés. « N'avons-nous pas eu tort de repousser ce pauvre moine ?» dit la femme. « S'il allait vraiment mourir de faim et de froid à notre porte, quel remords nous aurions ensuite pendant toute notre vie.
Mais que pouvions-nous faire? Dit Tomonari. Après tout, répond la femme, il est encore plus à plaindre que nous. Il est sans abri par ces terribles tempêtes. Tu devrais courir après lui, le ramener. Nous verrions alors ce que nous pourrions faire pour lui. Tomonari accepte la proposition de sa femme. Vite, il met au pied ces espèces de patins, planchettes montées sur 2 morceaux de bois, que les Japonais utilisent les jours de mauvais temps. Et il se hâte sur la route par laquelle s'en est allé le visiteur. Il n'a pas à marcher longtemps. Près de la maison, le pauvre moine est étendu sur une couche de neige sur laquelle il s'est laissé tomber, épuisé. Tomonari le relève, le ramène chez lui et le fait asseoir dans leur chambre. « Qu'allons-nous lui donner à manger ?» dit-il à sa femme. « Il ne reste que la galette de millet qu'on a mis de côté pour demain. Donnons-lui cette galette. » Médiocre nourriture. Le moine, affamé, la dévore avidement. Tomonari s'aperçoit que son hôte grelotte de froid. « Il faudra faire du feu, » dit-il à sa femme. « Mais je n'ai plus rien pour faire du feu. Absolument rien, dit-elle désolée. Nous ne pouvons pas ne pas faire de feu à ce malheureux, répète Tomonari. Mais je n'ai pas de bois. Pas le plus petit morceau de bois que... Ah, à moins que... À moins que... À moins que nous ne brûlions les bonsaïs. Les bonsaïs. Il n'est rien auquel tous les deux soient plus attachés. Mais le Bouddha n'a-t-il pas commandé de n'avoir aucun attachement égoïste pour ce qui existe en ce monde d'illusions? N'a-t-il pas montré en exemple à ses disciples ce petit lièvre qui, n'ayant rien à offrir en aumône, offrit son propre corps et se fit volontairement rôtir pour nourrir un mendiant? Ce ne sera pas tout à fait leur corps, mais ce sera une large part de leur cœur qu'ils sacrifieront s'ils renoncent à leurs arbres nains. Nous ne pouvons pas laisser mourir de froid ce pauvre homme, dit, la gorge serrée, Tomonari. Il faut brûler les bonsaïs. Alors la femme va chercher le thuya centenaire. Essuyant ses larmes, elle le met en pièces et en fait du feu. Elle voudrait sauver les 2 autres bonsaïs, mais le feu a vite consumé ce peu de bois. Il faut l'alimenter avec le pain. On tâchera de garder l'érable. Hélas, c'est impossible. Le feu va s'éteindre avant que tout le monde ne soit réchauffé. Il faut jeter au feu l'érable, vieux de 200 ans. Tomonari et sa femme ont tout donné. Ils ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher. Ils se regardent avec tristesse, mais avec fierté. Maintenant, ils sont délivrés de tout attachement égoïste. Ils se sont rapprochés du nirvana, où disparaîtront toute individualité, tout désir personnel et toute souffrance. Le Bouddha doit être content d'eux.